La vie privée d'Henri VIII, c'est une comédie historique, donc il y a des ruptures de ton et c'est une affaire de famille. Pas seulement parce qu'il y a Vincent Cordat qui s'occupe des décors, mais parce qu'il y a Charles Laughton qui joue Henri VIII et qui n'est pas encore le Charles Laughton méchant qu'il saura être plus tard. Il est entre les deux, parfois comique, parfois tragique, fou de pouvoir et en même temps charmeur par endroits. Il cherche l'amour véritable et quand il ne le trouve pas, il est forcé de tuer ses femmes et de passer à la suivante. On n'en verra que 6 dans le film. Et il va immédiatement se débarrasser de la deuxième, Anne Boleyn, la plus connue, jouée par Merle Oberon, qui à cette époque est la compagne d'Alexandre Cordat. Donc vous voyez qu'on est en famille, qu'elle épousera en 1939. Et cela continue avec Elsa Lanchester, qui sera bientôt la fiancée de Frankenstein, et qui, elle, est mariée avec Charles Laughton. Le seul qui ne fait pas partie de la famille dans les acteurs, c'est Robert Donat. Et vous allez donc voir un film qui a eu un charme fou et qui le conserve, car il ne choisit pas de ton. D'abord, il y a la photo de Georges Périnal, dont je vais vous reparler, qui s'est virevolté, donc nous montrer le côté vie privée. Et puis, cette espèce de roi est à la fois magnifique et dérisoire. Quand il épouse Elsa Lanchester, le soir même, elle va gagner, vous le verrez aux cartes, le droit de divorcer. Et il passera à l'épouse suivante. Les décors sont somptueux, mais en même temps, comme dans tous les films historiques, on voit les petits à côté, le coiffeur chez qui tout le monde bavarde sur qui sera la prochaine Madame Henri VIII. On voit les drames de la cour, on voit un souverain assez peu préoccupé par la politique en réalité, mais très préoccupé par sa vie privée. Look, isn't he a lot? Father's in it. His eyes, too. And his hands. And his deep chest, too. And the same legs. And the same... Madam, not before the time. Vincent Cordat, donc, est un décorateur naturel. C'est-à-dire qu'ici, comme la photo est de Georges Périnal, le grand chef Hop, il fait exprès de créer des zones d'ombre, des alcôves, des espèces de couloirs pour que Périnal puisse y promener sa caméra. Georges Périnal disait qu'en fait, il avait raté sa vocation, qu'il aurait dû être garagiste, parce qu'il aimait avant tout les problèmes techniques. Et il disait qu'en tant que directeur de la photo, on apprenait assez vite et qu'il aurait été mieux dans son garage. N'empêche que de 1923, il commence avec Grémillon, il va travailler avec René Clair, il va travailler avec Feder, il va travailler avec tout le monde, il va passer par Cordat, il va passer par l'Amérique, et il va finir en beauté en 1956 avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Minelli, donc en scope couleur. Il suivra toutes les évolutions du cinéma, il sera toujours parfait. Il saura d'un metteur en scène à l'autre tenir compte de la personnalité du metteur en scène, et quand vont passer les caps fatidiques de la couleur, puis du scope, il résoudra tous les problèmes. Il a été un des grands novateurs du cinéma, pas James Wong-Hoff quand même, qui est peut-être celui qui dans toute sa vie a fait le plus de films différents, mais presque. Quelqu'un qui, juste au moment où il arrête, il va mourir bientôt, aura été de toutes les périodes, et chaque fois parfait, et chaque fois complètement en osmose, c'est ce qu'ont dit tous les metteurs en scène comme Feder ou Minelli, avec le metteur en scène avec qui il travaille. Dans le cas de la vie privée d'Henri VIII, il essaye de rendre justement le côté alcôve, le côté vie privée, et le côté objet même. Il y a par exemple une scène assez étonnante, vous verrez, où notre bon Henri VIII parle de la politesse qui se perd en mangeant avec ses doigts. On est presque dans la kermesse héroïque de Feder, c'est-à-dire qu'on prend l'histoire par le tout petit bout de la lorgnette. Et en même temps, il sait à certains moments composer de grands tableaux qui ont l'air de peinture d'époque, et les défaire, tout d'un coup, on est dans l'humain. Bref, il fait un film au niveau de la photo hésitant, qui est un film historique et en même temps une comédie historique. Mel Brooks n'est pas si loin à 2 ou 3 moments, et pourtant on est dans le respect de l'histoire. Bref, il fait un film tel que les Américains vont être très étonnés, eux qui ont créé les grands films historiques dans la période de Griffith, car il renouvelle totalement le genre en y apportant une légèreté qui n'existait pas. Et quand je dis ça, non de Cordat mais de Périnal, c'est parce que c'est la caméra de Périnal qui tout d'un coup est au bord de la comédie
presque musicale. For love, alas, for love, what shall I do? Seems none so kind I do you find to keep you me untrue. Un des secrets de Korda, c'est donc son costumier John Armstrong, qui lui-même avait un secret. C'était une société qui s'appelait B.J. Simmons et qui faisait des vêtements pour les grands de ce monde, surtout en Angleterre, et qui faisait des costumes pour pratiquement tout le monde. C'était une espèce d'industrie individualiste et il y a à l'Albert Hall une exposition de temps en temps B.J. Simmons où on voit tout ce qui a été fait aussi bien pour la reine d'Angleterre que pour les films de Korda. C'est très anglais donc, et ce qui est très particulier, c'est que c'était des gens qui vivaient avec une connaissance historique extraordinaire du costume, ce qui fait que si éventuellement notre charmant costumier faisait une erreur sur une épaulette ou quoi que ce soit, ils rectifiaient d'eux-mêmes. On est donc au niveau des costumes dans l'authenticité absolue. C'est une chose qu'on retrouvera plus tard avec des films comme Autant n'emporte le vent, et Selznick aimait bien inciter les costumes anglais des films de Korda en disant que l'épaulette était la bonne épaulette, que le costume avait la bonne longueur, que les bottes étaient parfaites, bref, qu'on était dans l'histoire. C'est à cette époque qu'on invente le mot de vérificateur, c'est-à-dire des gens qui passaient sur le tournage pour voir si le costume, le décor, la voiture étaient exactement de la bonne période, du bon moment, et pas 6 mois plus tard ou 6 mois après. Presque toujours chez Korda, il fait travailler des équipes de scénaristes. Il ne pense pas qu'un scénariste suffit, il ne le pensera jamais. Là, c'est Lajos Biro et Arthur Wimperis. Alors Arthur Wimperis, c'est un cas très particulier parce qu'au départ, c'est un illustrateur qui fait plutôt dans les choses comiques, dans la caricature. C'est aussi un compositeur de chansons, dont certaines chansons sont encore entendues aujourd'hui dans des films nostalgiques. Et il commence sous Korda à être scénariste. Ensuite, quand Korda va s'arrêter un jour, il partira en Amérique et jusqu'en 1950-55, il continuera à faire des scénarios, le plus célèbre, Mrs. Miniver. C'est donc un scénariste très compétent d'Hollywood qui a commencé comme illustrateur. Lajos Biro, c'est un romancier hongrois. Donc il arrive avec Korda et il va travailler avec lui jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque en 1948 sur beaucoup de films, parfois comme premier scénariste, parfois comme réparateur de scénarios, si l'on peut dire. Il aura presque un Oscar en Amérique une fois, mais hélas, cette année-là, c'est Ben Hecht qui aura l'Oscar. Will the net hold my hair together when my head falls? Yes. Isn't it a pity to lose a head like this? Still, they will easily find a nickname for me. Among the queens of England, I shall be Anne sans tête. That means Anne who lost her head. Merle Oberon est née en 1911. Elle était d'origine moitié sri-lankaise, moitié anglaise, et elle fait un cours de théâtre à Calcutta. Et puis elle prend un bateau pour la France, elle rencontre le metteur en scène Rex Ingram, le metteur en scène donc des Grands Valentino, qui, apprenant qu'elle est une métisse, va la jeter. Grand bien lui fait car elle part en Angleterre, elle rencontre Korda, et ils vont vivre une grande histoire d'amour, se marier en 1939, divorcer en 1954, mais elle s'en sort au début pas mal, puisqu'il est par exemple dans Les Hauts hurlements de Wyler, en face de Laurence Olivier. Ensuite, elle va se remarier, redivorcer et épouser un petit maître italien qui ne fit d'ailleurs pas vraiment de film et jouer de la figuration jusqu'à la fin de sa vie. N'empêche que jusqu'aux années 60, elle est la reine et qu'en Angleterre, personne ne voulait croire, elle était devenue l'anglaise type, qu'elle était éventuellement métissée, comme disait Rex Ingram. Robert Donat, c'est un météore, enfin qui a eu un peu de temps heureusement. Son premier succès, c'est La vie privée d'Henri VIII. Son deuxième, c'est un autre film magique, Le Comte de Monte-Cristo, version américaine. Après, il va jouer avec Feder, il va jouer avec René Clair, il va jouer avec King Vidor. Pendant la guerre, il ira
à l'armée malgré son âge. Au retour, il fera encore quelques films intéressants comme L'Auberge du sixième bonheur et il meurt en 1956 d'une crise d'asthme. Elsa Lanchester, là, c'est une carrière sans fin. Elle est née en 1902, elle est morte en 86 et elle a tourné jusqu'en 80. Elle a épousé Charles Laughton, qui sera son mari jusqu'à sa mort. Elle a donc joué dans ce film et dans des tonnes d'autres, des tonnes de films anglais. Elle va être prodigieuse dans le film le plus connu où elle est jouée, qui est son rôle de monstre oiseau, qui est la fiancée de Frankenstein de l'anglais James Whale pour Universal. On la retrouvera plus tard, par exemple, dans Mary Poppins, et elle tournera toute sa vie des petits, des moyens, des grands rôles, et surtout beaucoup de théâtre. What you say? I'm not yet your wife. Well, madam, a marriage ceremony doesn't make us one. Mm. Oh, yes, it's all right, but you have to, I have to. What? Did your mother not talk to you about... What? Et puis il y a Charles Laughton, ce fils d'hôtelier qui, dès la période du muet, commence à faire du cinéma avec Cécile B2000, qui va jouer dans des René Clair, et qui en est déjà à son 20e film à peu près, quand il explose avec La vie privée d'Henri VIII. On connaît la suite de sa carrière, prodigieuse, énorme. On sait qu'il avait des envies d'être metteur en scène, par exemple, ce qu'il réalisera sur le tard, avec L'homme de la Tour Eiffel, signé par Burgess Meredith, un autre comédien, mais qui déclara forfait en route, si bien que Laughton finira le film, et puis il va faire La Nuit du Chasseur, et ce sera un échec, dont il ne se remettra pas tout à fait. Ensuite, il va continuer à faire du cinéma, il est ça par exemple dans Tempête à Washington, et il mourra un jour bêtement de crise cardiaque, ce qu'on lui promettait depuis longtemps à cause de son surpoids. Et il y a une anecdote amusante, c'est que quand Robert Mitchum a joué dans La Nuit du Chasseur, et qu'il a fait ensuite Les Nerfs à vif, on lui a demandé comment il avait fait, parce que dans ce film, il est méchant et en même temps, il a un côté presque féerique, étrange, il ne fait pas peur, alors que dans Les Nerfs à vif, il est très méchant. Eh bien, Mitchum a répondu, par respect pour le vieil homme, j'ai voulu montrer un méchant de conte de fées, mais comme j'avais gardé ma méchanceté de côté, je l'ai mis dans Les Nerfs à vif. C'était donc une légende de son vivant, quelqu'un qui s'est battu contre le macartisme. En fait, tout le monde avait peur de tourner avec lui. Il avait l'air si solide, si méchant. On avait l'impression qu'il allait arrêter une mutinerie sur le Bounty. Et après, tout le monde se disait séduit, malgré son regard narquois, on ne savait pas trop ce qu'il pensait. C'était un homme à part, un acteur à part, un monstre. Et Korda, mis en route avec lui un prodigieux film de Sternberg, qui ne vit jamais le jour, I, Claudius, d'après Robert Graves, dont on a vu des bouts, et où il était l'empereur le plus méchant, le plus horrible de l'histoire du cinéma, dans un film de Sternberg qu'on ne verra jamais.